Salut, c'est Virgile. Bienvenue à l'Hypnotic Morning Live. On est le 2 juin et c'est parti. Alors, en ce moment, je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est un petit peu la merde dans le monde. Alors là, ça change pas de l'habitude, hein, puisque dès qu'on allume la télé, depuis ces à peu près 10 dernières années, c'est pas exactement des vidéos de bébés chats qui nous mettent de bonne humeur, qu'on nous passe sans arrêt. C'est plutôt des choses qui nous font péter les plombs. En tout cas, moi, à mon niveau, ça me fait vraiment péter les plombs. Et je me demande si ça stimule pas mon petit syndrome du sauveur en ce moment. En tout cas, ça pourrait être intéressant de voir pourquoi effectivement je suis comme ça aujourd'hui et ce qui stimule en tout cas ces espèces de valeurs qui me... Oui, oui, bah quelquefois ça me fait péter les plombs, quoi, hein, sérieusement, hein, j'ai une envie de devenir un putain de justicier, quoi, d'être le super-héros que j'ai toujours rêvé d'être quand j'étais petit. Et là, aujourd'hui, j'ai l'impression que le contexte, tout se plie pour que je le devienne. Alors bon, il me manque quand même un petit peu la carcasse. La carrure, il me manque la carrure, il me manque du muscle aussi. Il me manque des compétences de ninja. Et puis, ouais. Bon, en fait, je ne suis pas un super-héros. Alors, la première chose qui m'a marqué ces derniers temps, c'est l'intervention de cette chanteuse que je ne connaissais absolument pas avant, Camélia Jordana, qui, euh, qui a dénoncé sur un plateau télévisé tout ce qui est de l'ordre des violences policières que nous subissons, hein, que les gens subissent. Ils sont censés, mais il y a des milliers de personnes qui ne se sentent pas en sécurité face à un flic, et j'en fais partie. Et je me suis vraiment posé la question, moi, comment je me sentais par rapport à tout ça. Euh, Sachant que j'ai porté l'uniforme aussi pendant toute une période de ma vie et que je suis vraiment très attaché à des valeurs de justice et ce genre de choses. Euh, j'ai pris une double sanction en fait par rapport à tout ça parce que autant, autant je respecte l'uniforme, autant les gens qui sont dedans me font vomir. Donc c'est vraiment une dissonance qui me met très mal à l'aise lorsqu'on parle de ça. Euh, et du coup, tout s'enflamme aujourd'hui. Alors, ça a été le point de départ. Et puis après, bizarrement, il y a Minneapolis qui s'enflamme en ce moment, mais c'est vraiment un climat de guerre civile qui est en train de se mettre en place. Et forcément, avec toutes les lois qui sont en train d'être votées, eh bien, ça entretient cette espèce de méfiance, de défiance même vis-à-vis de ce qu'on appelle les forces de l'ordre, qui aujourd'hui, effectivement, commencent à essayer de se défendre d'une certaine manière, hein, parce que forcément, avec tout ce qui se passe et tout ce qui est partagé sur les réseaux, eh bien, ça crée la polémique. Euh, alors, moi, c'est la question que je me suis posée, c'est est-ce que vraiment aujourd'hui je me sens en insécurité vis-à-vis de l'uniforme? Eh bien, la réponse est oui, effectivement. Il y a tellement d'injustice qui est partagée sur les réseaux que je peux pas rester indifférent. Je me sens complètement indigné, révolté même. Et peut-être que c'est parce que je regarde les réseaux sociaux et que je vois ce genre de choses que je suis révolté. Alors là aussi, il y a une grosse dissonance, il y a un gros contraste, il y a un gros paradoxe. Si je ne le voyais pas, je ne m'indignerais pas. Mais si je le vois, je m'indigne. Mais est-ce qu'il faut justement ne pas voir? Vous savez, les trois petits singes, là, je ne vois pas, je n'entends pas, je ne parle pas, et être dans l'ignorance, hein. Heureux sont les simples d'esprit ou les ignorants, car ils ne savent pas. Mais dans ce cas-là, avec de toute façon cette impunité euh, qu'on a l'impression de percevoir hein, dans ce climat politique actuel, c'est-à-dire que ceux qui détiennent le pouvoir aujourd'hui sont parfaitement à l'aise et impunis
le nombre de personnes qui ont été mutilées, qui sont mortes même, et les auteurs, bizarrement jamais retrouvés ou jamais inculpés, il y a vraiment un poids de mesure qui est insupportable pour les gens qui, comme nous, essayons de faire de notre mieux, mais qui vivent, alors en tout cas c'est mon cas, et je vais parler que pour moi, qui vivent dans cette insécurité permanente de faire, de faire une connerie et de se prendre un gros coup de bâton, ce qui est parfaitement désagréable. Donc faut-il partager? Moi je pense que dans une certaine mesure, oui, il faut garder des preuves. Le partager, je ne sais pas. Se défendre, oui. Donc le partager effectivement dans un espèce de collectif qui récoltent des preuves euh, qui pourraient être utilisées pour défendre une personne qui ne méritait pas le funeste sort qui lui est réservé, ça, je suis d'accord. Le partager en masse sur des réseaux sociaux, je ne sais pas, parce que là, ça fait partie en tout cas, moi, ce que ça me fait vraiment, vraiment du mal. Et aujourd'hui, je deviens parfaitement parano et je ne suis pas du tout à l'aise parce que j'ai peur de me faire taper dessus. Et si c'est pas le fait de me faire taper dessus, parce que si je me fais taper dessus, je me laisserai pas faire. Et c'est ça le problème. Si je me laisse pas faire, je vais en prison et j'ai pas envie. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? Donc la question est parfaitement insoluble. Mais en tout cas, on a le droit de râler, on a le droit d'exprimer notre malaise. Le problème, c'est qu'il n'est pas reçu. Et c'est bien ça aussi, à mon sens, le fond du problème. C'est que les gens expriment une souffrance qui n'est pas reconnue et qui est même méprisée. Ce qui a tendance à faire que l'indignation s'amplifie. La colère s'amplifie, la violence. Alors, il y a cette image très marquante qui m'a aussi beaucoup touché. C'est ces policiers qui, me semble, sont à Miami, qui se sont agenouillés devant les gens pour leur renouveler finalement les vœux pour lesquels ils se sont engagés. Parce que c'est ça aussi qui est assez particulier. Quand on s'engage, euh, d'une certaine manière, c'est comme les médecins, on fait le serment de protéger et servir. Et là, aujourd'hui, ce qu'on a l'impression, c'est qu'ils protègent et servent des crapules qui sont au pouvoir. En gros, c'est des Lannister, quoi. Vous voyez. Et là, on a affaire aux hommes de main des Lannister, quoi. Donc, des gens complètement soumis, c'est dur à entendre, hein, des gens qui sont complètement soumis au pouvoir et qui sont complètement conditionnés à, d'une certaine manière, ne pas réfléchir et obéir aux ordres aveuglément. Et je me rappelle que quand on s'engage, eh bien, il y a une chose dont je me souvienne, parce que bon, même si je suis pas un super-héros, je reste un rebelle. J'ai toujours voulu être pirate avant d'être super-héros. Un ordre est illégal, eh bien, on a le devoir de désobéir. Eh bien là, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont illégales, qui vont à l'encontre de l'intégrité physique et psychologique des gens. Alors, comment vous réagiriez si vous étiez face à une chose que vous prendriez comme une injustice? Euh, Moi, je ne pourrais pas rester sans rien faire. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je reste cloîtré chez moi pour pas être exposé à ce genre de choses. Sinon, je sais que ça me ferait péter les plombs. Et, euh, et, et où est-ce que je finirais, quoi? Donc, comment je gère ça? C'est déjà mettre en perspective, euh, prendre de la distance, prendre de la hauteur. Tout ça, c'est ce que j'appelle la dissociation, hein, et c'est un mécanisme de protection qu'on a tous, hein. Vous savez, on a le système immunitaire physique, puis on a un système aussi de défense psychologique. Et dans ces systèmes de défense psychologique, eh bien, il y a cette capacité d'une certaine manière, prendre de la distance vis-à-vis des choses euh, pour que ça ne nous touche pas de la même manière, que ça ne fasse pas mal et que ça nous permette
de mettre en place une sorte d'armure pour pouvoir mieux gérer ce qui arrive. Ça me fait penser à un article que j'avais lu et puis sur lequel j'ai beaucoup réfléchi, l'expérience de Milgram, qui a été faite il y a des années. Alors, on est beaucoup revenu dessus. Est-ce que ça a vraiment existé? Est-ce que c'était pas truqué? Est-ce qu'il y avait des faux positifs? Est-ce que les conditions d'expérimentation étaient bonnes? On saura jamais. En tout cas, moi, je saurais jamais. Donc, l'expérience de Milgram et le conditionnement. Comment, en gros, n'importe qui, et là, la proportion était folle. Je crois que c'était plus de 50% des gens qui se soumettent aveuglément à l'autorité, qui donnent une légitimité à l'autorité parce que c'est comme ça. Et ce qui m'a vraiment marqué à l'époque, c'est qu'ils avaient fait un espèce de jeu télévisé avec cette expérience de Milgram qui remettait qui remettait en scène avec le principe d'un espèce de jeu télévisé. C'était exactement, je crois, les mêmes choses, hein. On devait mettre des châtaignes, enfin des coups d'électricité aux gens. Donc, s'ils répondaient mal à une question, ce genre de choses, jusqu'à ce que les acteurs qui, à ce moment-là, jouaient le rôle de la victime, supplient les gens d'arrêter. Et malgré tout, ces gens qui participaient au jeu, eh bien, continuaient jusqu'à infliger des décharges qui pouvaient se montrer ou être létales. Donc, comment on en arrive à se soumettre complètement à l'autorité? Comment on arrive à reconnaître l'autorité sans réfléchir? Je me suis beaucoup posé la question, parce que c'est ce qui arrive là en ce moment par rapport à l'actu. C'est comment on arrive à voir des gens qui, parce que ce sont les ordres, sont capables de tabasser une petite vieille, sont capables de mettre un gros coup de tonfa, de matraque à une personne en fauteuil roulant. Comment des personnes sont capables de lyncher à 8 contre 1 personnes désarmées et à terre? Comment c'est possible? Sous prétexte qu'on leur a donné des ordres. Euh, Est-ce que ces gens sont complètement décérébrés? Ça voudrait dire qu'il y a 50% de la population qui est décérébrée. Je crois pas, en fait. Tout est question de conditionnement. Quand je parle de conditionnement, je parle aussi d'éducation. Depuis notre plus jeune âge, on est soumis à l'autorité. Alors, effectivement, il faut obéir à ses parents, ça c'est la base. Voilà, sinon, si on n'obéit pas, on se prend une grosse mandale dans la tête. La deuxième chose, bien, c'est qu'il faut obéir aux maîtres, parce que c'est comme ça qu'on les appelait, hein, les maîtres, hein, maîtres, oh, ni Dieu, ni maître, ni instituteur. Euh, on nous a toujours appris à être dans la norme. Dans les cours d'histoire, on nous apprend quoi? On nous apprend qu'il y a toujours eu un roi. Alors là, pour les rois de France, gna 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 gna. Et puis il y a toujours eu des chefs, des dictateurs, des leaders. Et du coup, aujourd'hui, ça nous paraît normal d'avoir ces espèces de castes où il y a des gens qui vaudraient mieux que nous. Du coup, aujourd'hui, le fait de savoir qu'il y a un chef auquel on doit obéir, bah, ça inscrit très profondément, très loin dans nos gènes. Et je pense que dans l'éducation, il y a de ça. C'est peut-être pour ça qu'on a si peur des éducations alternatives, ou que même dans les modes d'éducation alternative qu'on peut retrouver, il y a une telle difficulté, quelquefois, qu'on retrouve d'intégration des personnes qui ont suivi ce cursus, des gens qui sont complètement anormaux, parce qu'ils n'obéissent pas aux standards, aux normes. On leur a appris à être autrement. Au contraire, les gens qui respectent à fond la norme réussissent mieux, hein. Les écoles normales, c'est la norme, putain, suivez la norme, Polytechnique, ils sont tous en uniforme. Donc plus on respecte la norme, plus on a de chances de réussir dans la société. Plus on est différent, plus on peut passer pour un paria. Et donc aujourd'hui,
respecter les ordres, c'est synonyme quelque part de réussite et puis de récompense surtout. Donc il y a effectivement ça qui doit jouer. Respecter les ordres, respecter le cadre, respecter la norme pour avoir une chance de réussir. Donc l'expérience de 1000 grammes, très intéressante, parce que là on nous pousse dans nos retranchements. Quand je dis on, je ne veux pas faire partie d'eux parce que j'ai vraiment l'impression que j'ai ma conscience pour moi. J'agis en mon âme et conscience, pas pour les autres. J'agis en mon âme et conscience, de manière à toujours, moi, pouvoir me regarder dans le miroir le matin et me dire hey, salut toi. Donc, tout ça, je me suis dit, comment je fais pour résister au-delà du fait que je sois un gros pirate rebelle, épris de liberté et de justice, un super-héros refoulé. Justement, c'est ça, c'est être en mesure de pouvoir se regarder dans le miroir. Alors, est-ce qu'il y a un protocole pour ça? Oui, il y en a plein, 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 plein. Est-ce qu'on est capable, est-ce que vous, vous êtes capable de vous regarder dans le miroir, pas juste vous apercevoir comme ça en se brossant les dents, non, de vous vraiment vous regarder et de vous kiffer? C'est une question que je me pose. Est-ce que je me kiffe? Alors, ça fait un peu narcissique. Et alors, c'est vraiment des indicateurs. Est-ce que est-ce que je ressens de la culpabilité ou de la honte par rapport à ce que je suis? Si je ressens de la culpabilité, c'est que j'ai mal agi. Si je ressens de la honte, c'est que j'ai fait une connerie ou j'ai fait quelque chose qui, qui m'éloigne de ce que je suis censé être, hein, c'est-à-dire de mon système de valeurs du moment, et qui m'empêche de me reconnaître. Donc, quand on ne se reconnaît pas, c'est un peu compliqué, quoi. Donc là, c'est vraiment directement trait et lié à l'estime de soi, et notamment ce qui nous construit le mieux dans notre image de nous, dans la valeur qu'on se donne, c'est les valeurs qu'on va honorer, qu'on va satisfaire, les valeurs qui nous construisent dans notre identité. Est-ce que j'éprouve de la honte ou de la culpabilité par rapport à ce que je vois dans le miroir? Et si jamais je prends le temps de le faire, euh, eh bien dans ce cas-là, ça me permet d'avoir quand même pas mal d'informations pour rectifier le tir, parce qu'on a le droit d'être imparfait, heureusement d'ailleurs. Donc par rapport à cette loi de 1000 grammes et ce conditionnement, euh, c'est vraiment en contraste ce que je suis et ce qu'on veut de moi. Est-ce que je suis dans une norme qui m'est imposée par l'éducation, par la culture, par les modèles, ou au contraire, est-ce que je suis dans un modèle du moi que j'ai décidé ou dont j'ai pris conscience? Donc là, c'est vraiment la question que je me pose. Puis après, je le travaille en mettant en évidence mon système de valeurs dont je prends conscience. À partir du moment où je prends conscience des valeurs qui me portent sur le moment, je peux les réfléchir et je peux même retrouver quelque chose qui est super important, c'est le choix. Par exemple, il y a quelque temps, j'ai observé, en faisant ce genre d'exercice, que j'avais une valeur liberté, bon ça je l'ai toujours, indépendance, ça je l'ai eu beaucoup, justice, est-ce que je ne l'ai plus? Donc en fait, toutes ces valeurs, je les ai toujours, mais elles étaient tellement fortes. Alors on se dit, c'est vachement bien d'avoir une valeur justice. Ouais, oui, mais quand on a une valeur justice qui est très très forte, on ne supporte pas l'injustice. Et on est capable de se battre contre l'injustice. Mais l'injustice, justement, regardez par rapport à l'actu dans laquelle on est en ce moment, je ne peux pas rester, je ne peux pas rester face à une injustice sans rien faire. Vous voyez, c'est impossible. Donc, du coup, ça m'a valu quand même des situations qui étaient un peu compliquées à gérer. Donc, c'est hyper important de voir ce qui nous anime, de prendre conscience en tout cas de ce qui nous anime pour retrouver la capacité de choisir. Qu'est-ce qui amène une personne
à, à sombrer dans la maladie du pouvoir. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup réfléchi. Et comment s'en protéger? Comment se protéger de la maladie du pouvoir? Euh, c'est déjà se rappeler qui on est à la base et se rappeler les intentions qui ont fait qu'on exerce ce qu'on est en train d'exercer sur le moment. Je ne suis ni plus ni moi, ni moins que moi aujourd'hui. Et ce qui m'a beaucoup sauvé, pour moi, je pense que ça m'a vraiment sauvé, hein, euh, c'est euh, c'est ce dicton qu'on prête à Socrate, hein, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Et effectivement, c'est l'humilité. L'humilité, la simplicité, le stoïcisme, de lire Penser pour moi-même de Marc Aurèle m'a beaucoup aidé. Alors, il ne faut pas être dans une fausse humilité, hein, parce que ça fait fake et c'est pas bon. Mais en tout cas, cette humilité qu'on peut trouver dans des modèles. Donc, voilà, cultiver l'humilité pour éviter la maladie du pouvoir, eh bien, il faut lire Marc Aurèle, et puis de voir, en fait, de se nourrir de toutes ces personnes qui ont pu nous inspirer ou qui peuvent être inspirantes, euh, et de se poser la question, comment moi je serais si je l'utilisais lui comme modèle. Hein, c'est vraiment là pour le coup faire comme si. Alors, je vais faire comme si j'étais un empereur romain. Et quand on n'est pas écouté, comment on fait? Pour répondre au mépris, il y a souvent de la colère. Euh, alors, comment démêler le vrai du faux? On ne pourra jamais savoir, en fait. Et c'est ça qui est très problématique. Donc, il faut avoir des opinions, mais toujours garder la distance avec ces opinions en se disant que j'ai beau savoir, je ne sais rien. Pourquoi ça marque autant? C'est parce qu'il y a beaucoup d'affect. Là, il y a des leviers émotionnels qui sont dingues. Et surtout, quand ça tape sur des valeurs qui sont importantes pour soi, émotionnelles. C'est vraiment une technique de manipulation qui est utilisée par certains partis d'extrême droite qui propagent de la rage, qui font leur part de marché sur la rage. Et je reviens sur l'actualité. Là, j'ai vu des gens euh, ouais, de l'extrême droite, alors qu'ils ont vraiment la vidéo sous les yeux de ce qui s'est passé à Minneapolis avec cette personne, donc George Floyd, qui est, oui, il est mis à mort, il est étranglé, hein, concrètement, 8 minutes avec un genou sur la jugulaire, alors qu'il supplie les gens je ne parle pas de policiers, je parle de gens, je parle de gros tas de merde. Euh, ouais, là, je mâche pas mes mots, c'est vraiment j'ai beaucoup trop de respect pour les péripatéticiennes pour les traiter de fils de pute. Mais du coup, c'est même pas des animaux, c'est rien, c'est des monstres. Je J'aurais jamais dû regarder cette vidéo parce que ça me donne, ça me vraiment dedans. Oh, merde. Pardon. C'est vraiment de la merde. Je le couperai au montage. Ouais. Bon, bah voilà. C'est exactement ce que je racontais. Hein, c'est du levier émotionnel et tellement, ça m'indigne tellement que heureusement j'ai mes techniques de mise à distance. Hop, hop, et voilà. Euh, Ça m'indigne tellement que je ne peux pas rester impuissant, enfin impuissant, mais même se sentir impuissant, c'est horrible. Euh, je ne peux pas rester passif par rapport à ce genre de choses. Donc j'ai d'une certaine manière besoin de m'impliquer. Et pour ça, si on me répond par du mépris, ça va faire flamber ma colère. Donc il y a des gens qui trouvent effectivement des systèmes pour pouvoir se faire entendre. Ouais, il y a des manifestants qui sont là pour tout casser, pour déchaîner leur colère. Euh, Bien sûr que ça ne sert pas le combat des vrais gens, mais en tout cas, bon. Mais bien sûr qu'il y a aussi de l'autre côté des gens qui veulent montrer qu'il y a des manifestants, c'est des gros cons. Donc bien sûr qu'ils essayent de mettre en scène pour pouvoir avoir l'opinion publique et avoir la légitimité. Parce que c'est ça, hein.
c'est est-ce que j'ai la légitimité de pouvoir agir? Et est-ce qu'on va me suivre derrière? Donc en gros, dans tout ce débat, c'est est-ce que j'arrive à convaincre? Qu'est-ce que je vais faire? Quand je cherche à convaincre, de toute façon, j'ai déjà perdu, heu, parce que je ne respecte pas l'opinion de l'autre. Donc là, c'est quelque chose qui est très important. J'ai le droit d'être convaincu de quelque chose, j'ai le droit d'avoir des croyances, mais je n'ai pas le droit de l'imposer aux autres. Voilà. Ça, c'est vraiment le gros point qui est important, je pense, dans ce qui se passe avec, bon, il y a quelque chose aussi, qui m'a beaucoup accompagné pendant ces quelques mois de mise en pause obligatoire. C'est une émission, voilà, dans laquelle, on parle de rhétorique. Alors je ferai pas de pub, mais j'aime beaucoup parce que ça me donne de la matière. Et c'est super intéressant, mais le revers de la médaille, c'est que là, en fait, le fait de savoir, on voit la manipulation partout. On voit des principes de rhétorique qu'on utilise naturellement partout, sans forcément s'en rendre compte. Et donc, on a tendance à voir des manipulateurs partout, alors que quelquefois, c'est juste naturel. C'est parce qu'on a envie de faire passer le message, qu'on a envie d'être entendu, qu'on a envie d'être légitime. La rhétorique, c'est vraiment des armes de la communication. Ça m'a un peu fait réfléchir justement, hein, justement dans cette idée que la communication est une bataille, il faut se battre. Et si on arrêtait de se battre, en fait? Et si on se disait juste, d'accord, j'ai des convictions, j'ai des croyances, j'ai des opinions, mais que la personne, elle en a aussi. On serait pas quand même vachement mieux de se dire que quelquefois on peut se tromper? Moi, je pense qu'il faut vraiment une grande force pour reconnaître son erreur, et que ça change complètement les choses dans le regard de l'autre. Alors bien sûr, heu, il faut que reconnaître vraiment une erreur, reconnaître qu'on s'est trompé et reconnaître que quand on s'est trompé, on a pu blesser ou faire du mal, ça d'accord. Si on est accusé de quelque chose qui n'est pas juste, alors dans ce cas-là, oui, on a le droit de se défendre, tout en prenant conscience qu'il faut aussi accepter que l'autre nous perçoive autrement, différemment de ce qu'on pense. Donc, première chose, ne pas se mentir à soi-même. 2e chose, on a le droit d'avoir des croyances, des convictions, des opinions, et les autres aussi ont le droit d'en avoir. Ça, c'est hyper important et ça permet effectivement d'arrêter d'être dans une espèce de guerre, heu et de pouvoir, simplement, juste redescendre un petit peu. C'est une guerre d'ego, hein, la plupart du temps. C'est je t'impose mon jeu. Alors c'est important d'avoir de l'ego, mais pas de l'imposer. D'en avoir conscience, oui, mais pas de l'imposer. Dans les habitudes que j'ai gardées, les bonnes habitudes que j'ai gardées, eh bien, il y a le fait de se lever le matin très tôt, donc généralement avant 6 heures. Heu, Pourquoi je continue à le faire? Parce qu'il y a énormément de bénéfices. De déjà réussir à faire quelque chose paraît compliqué dans un premier temps, c'est hyper gratifiant. De s'apercevoir que quelle que soit l'heure à laquelle je me couche le soir, bien je me lève toujours avant 6 heures. À de rares exceptions, quand je fais la grasse mat à peu près jusque 8 heures du matin. Heu et m'apercevoir que je suis capable de faire ça, mais c'est du miel pour l'esprit. Ça fait du bien, c'est super gratifiant. Et puis ça m'a permis d'apprendre plein de choses sur moi, heu, que j'avais le droit, par exemple, de m'ennuyer. Parce qu'effectivement, entre 6 heures moins 10 et minuit, ça fait quand même une paire d'heures, qu'il faut remplir, qu'il faut occuper. Donc du coup, ça stimulait ma créativité. Peut-être pour ça aussi que j'ai lancé ce genre de projet, pour pouvoir être bien, et parler et puis, heu et puis partager et puis, faire des choses qui finalement aujourd'hui, continuent à me plaire. Donc ça a développé ma créativité, ça a développé, finalement mon estime de moi. Heu, ouais, de se créer des petites épreuves quelquefois, qu'on arrive à surmonter.
d'accepter la difficulté, parce que derrière l'épreuve, il y a souvent la récompense. Et ça, c'est hyper important à garder à l'esprit. Alors, dans mes petites gymnastiques du matin, pour me réveiller, pour m'inspirer, dans un premier temps, je prends un jeu de tarot. Moi, j'ai choisi celui de Jodorowsky parce que c'est celui qui m'inspire le plus. Après, chacun fait ce qu'il veut. Il faut juste prendre quelque chose qui nous inspire. Donc, ça peut être n'importe quoi. Et ce que je fais, c'est que j'applique un principe que j'enseigne dans les stages de photolecture. C'est-à-dire que je vais flasher, en fait, l'ordre des cartes. Hop, je le flash. Je regarde très vite l'ordre des cartes. De manière à ce que mon cerveau enregistre l'ordre des cartes. Alors moi, consciemment, je ne serais pas foutu de vous donner l'ordre. Mais en fait, à l'intérieur, j'en suis certain et persuadé, il y a quelque chose qui enregistre et qui va faire remonter l'information qui semble utile. Alors, je fais ça et puis après, je me pose dans cette intention, comment ma journée va-t-elle être merveilleuse? Ou qu'est-ce que je vais avoir à réfléchir aujourd'hui? Voilà. Donc, il faut une intention de base. Je m'inspire de cette intention et je me pose la question et je laisse en gros une partie de moi choisir la carte qui correspondrait le mieux. Hop, voilà, j'imagine que c'est celle-là. Je ne sais pas pourquoi. J'espère que c'est pas une carte de merde. Je prends la carte, je la regarde et je tombe sur. Ouh, alors la mise au point là. Boum. Le soleil. Et ce que je fais après, ben, je regarde la carte et par rapport à à l'intention dans laquelle je me suis posé, euh, je me demande comment cette carte m'inspire, ce qu'elle me dit, ce qu'elle évoque pour moi. Dans l'art du tarot de Jodorowsky, il y a quelque chose qui me plaît beaucoup, c'est que par rapport à la carte qu'on a tirée, puis à la question qu'on s'est posée ou l'intention dans laquelle on est, eh bien, il fait parler la carte. Donc, ça nous donne de la matière pour pouvoir réfléchir. Et Jodorowsky, donc, en a une interprétation que je vais vous lire. Et si le soleil parlait? Je me renouvelle sans cesse. Me consumant, je donne ma chaleur à chaque brin d'herbe, à chaque animal, à tout être vivant sans exception. J'accepte qu'on l'appelle amour. Cycliquement, je disparais et je reviens. De même, pour entrer dans ma splendeur, j'attends des êtres humains qu'ils puissent entrer dans leur passé et commencer une nouvelle vie. Je les y aiderai. Là où je brille, je dissous le doute. J'entre dans les recoins les plus obscurs de l'âme et je les inonde de ma lumière. Poussé par mon haleine, vous traverserez le fleuve des pulsions démentées. Purifié, vous arriverez au lieu où tout croît sans effort. Je brille au cœur de la matière. Je suis son éclat secret et elle n'est rien sans moi. Mais lorsqu'elle se refuse à moi, qu'elle ne me perçoit pas comme sa force vitale, c'est un cadavre. Je ne cesse de l'imbiber avec mes gouttes d'immortalité. Pour vous, mes enfants, j'engendre sans fin la joie et l'euphorie vitale. Ne soyez pas imperméables à ma lumière éternelle. Voyez comme il est bas, ce mur qui vous sépare de moi. Je l'ai conçu pour que chacun puisse le sauter. C'est un jeu d'enfant. Sous mes rayons, vous connaîtrez l'affection vraie, nue, sincère. Je suis la solution de toutes les difficultés. Je suis l'œil pur. En même temps, la résonance du premier cri. Ce que vous appelez obscurité n'est que l'oubli de ma lumière, de mon amour toujours présent. J'annonce sans cesse la fin de la nuit. Tout ce qui n'est pas clair n'est pas moi. Je suis le renouvellement continuel et régénérateur, celui que l'on attend une vie entière. On m'appelle le soleil, mais je n'ai pas de nom. Je suis l'éclat radieux de l'existence. Mais que suis-je si personne ne me reflète? Comment puis-je comment puis-je être illimité si nul ne pose de limite? Qu'est mon immortalité sans le chemin de la mort? Qu'est mon éternel présent sans le piège du temps qui s'écoule? Que sont mes germes d'or sans des sillons de terre pour s'y enfouir? Qu'est mon aliment si personne ne le dévore? En vérité, mon amour est en grande partie mon besoin de l'autre. C'est pourquoi je me reproduis sans cesse. Je multiplie mon énergie en d'infinis miroirs. Je me fais amant de mes propres enfants. Dans leurs âmes, je, je me cherche moi-même. Je parle avec moi-même.
Je suis le Père universel de moi-même. Toutes les mères du monde que j'ai fécondées ne font rien d'autre que m'engendrer. L'enfant soleil a tous les droits. Je cède ses droits à l'humanité consciente. Eh ben voilà, il est temps pour moi de m'arrêter. J'espère que la vidéo vous aura plu, malgré toutes les imperfections que je me chargerai de gommer pour les prochaines fois, et qu'on aura l'occasion d'échanger plus directement sur les mardis matins ou les jeudis matins, quand j'organiserai encore ce genre d'événement. Merci de m'avoir supporté, et puis je vous dis à très bientôt. Salut!